Avant de commencer donc cette conférence, je voulais moi aussi remercier pour son accueil toute l'équipe de la maison franco-japonaise et tout particulièrement sa directrice, Madame Cécile Sakai. Un grand merci aussi aux collègues des universités japonaises qui ont pris une part active dans l'organisation de mon séjour. C'est en effet la deuxième fois que je viens ici au Japon et j'en suis très honoré et très heureux. Tout particulièrement Hazuki Tate, que je connais depuis un certain nombre d'années, puisqu'elle a fait sa thèse sous ma direction à Paris, et Kazuya Onaka, qui je connais aussi depuis un certain temps, parce qu'il a dirigé l'équipe donc des traducteurs de mon livre sur le creuset français. Donc je les remercie d'assumer aujourd'hui la discussion à propos de cette conférence. Je voulais terminer avec ces remerciements en exprimant ma gratitude également au professeur Nobutaka Miura, qui est là-bas dans la petite cabine, là-haut, et qui contribue à la traduction, parce que c'est effectivement grâce à lui que j'ai découvert le Japon, donc il y a tout juste 10 ans. Et ça a été le début donc d'une collaboration et de liens qui n'ont cessé de se développer depuis cette époque. Il connaît très bien mon travail et nous en avons longuement discuté hier, notamment lors d'une visite au sanctuaire Yasukuni. Donc, il ne pourra pas participer au débat parce qu'il fait la traduction, mais voilà, il est présent aussi parmi nous. La dernière fois que j'étais venu ici à Tokyo, j'avais présenté donc une conférence sur un sujet que j'avais intitulé « Les usages publics de l'histoire », parce qu'à cette époque, j'étais très engagé dans une action qui visait à défendre l'autonomie de la recherche historique, qui était menacée en France à la suite d'une loi votée en février 2005, qui était intitulée « Reconnaissance de la nation à l'égard des Français rapatriés des territoires de l'ancien empire colonial ». Bon. L'article 4 de cette loi affirmait que les programmes scolaires devaient reconnaître le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. En gros, cette loi présentait pour nous, enseignants et chercheurs, un danger parce que l'État voulait obliger les enseignants donc à porter un jugement de valeur sur ce phénomène extrêmement compliqué et douloureux qu'a été la colonisation. Donc, dans tout le pays, en France, les professeurs d'histoire s'étaient mobilisés à cette époque donc, pour refuser cette loi qui nous semblait inadmissible, car il n'est pas normal que dans une démocratie, le pouvoir politique impose aux enseignants des jugements. Finalement, cette loi a été abrogée par le président de la République de l'époque, qui s'appelait Jacques Chirac, et malgré tout, les chercheurs, les enseignants d'histoire ont estimé qu'il y avait un danger pour notre autonomie, pour notre liberté intellectuelle, et nous avons créé donc un comité, une structure qu'on a appelée le Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, CVUH en abrégé, qui s'est doté d'un site internet que vous pouvez encore consulter parce que le comité existe toujours. Et j'ai été l'un de ceux qui ont été à l'initiative de ce comité. J'en ai été le président pendant plusieurs années, puis ensuite j'ai transmis le projet à des gens plus jeunes que moi et peut-être moins occupés. Et ce comité continue aujourd'hui à exister. Il joue un rôle important dans la vie publique en France autour d'une perspective qui est de défendre l'autonomie de la recherche. Alors j'étais venu, vous voyez, c'était juste au moment où ces questions-là se posaient de manière très vive.
J'en avais parlé ici avec mes amis japonais. Alors, aujourd'hui, la question n'est plus aussi vigoureuse, puisque le président de la République lui-même a reconnu que ce n'était pas aux politiques de faire l'histoire, donc l'enjeu est moins fort. Néanmoins, ça reste un enjeu important, et peut-être dans le débat, nous verrons si c'est la même chose ici au Japon. Les questions historiques sont très présentes en France dans le débat politique. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récente de la politique française avec l'élection présidentielle, et celui qui, à l'époque, n'était encore qu'un candidat, Emmanuel Macron, a été en Algérie. Il est intervenu en présentant la colonisation en Algérie comme un crime contre l'humanité. Ça a suscité une vaste polémique et il a été obligé de se justifier pourquoi cette expression, qui est extrêmement chargée et qui en France n'est utilisée que pour le génocide des Juifs ou pour l'esclavage. Donc là, il y avait une extension qui a inquiété un certain nombre de gens qui militent aujourd'hui pour qu'on reconnaisse aussi le rôle que les colons français ont pu jouer dans ce pays. Bon, j'insiste pas sur ce point, peut-être dans la discussion aussi, on pourra en parler, mais c'est simplement pour souligner le fait que, vous voyez, l'histoire, ce n'est pas simplement un domaine de savoir en France. On est toujours à la lisière des questions politiques. Alors, ce que je voudrais essayer d'expliquer aujourd'hui dans cette conférence, c'est comment je me situe, moi, en tant qu'historien, par rapport à ces questions-là, auxquelles j'ai été confronté dès le début de ma carrière. Parce que je suis spécialiste d'un sujet qui est éminemment polémique, c'est la question de l'immigration, qui est un sujet majeur depuis 30 ans. Moi, j'ai commencé mes recherches au début des années 1980, donc il y a plus de 30 ans, hélas, ça fait longtemps, et j'ai choisi justement comme thème de recherche l'immigration parce que c'était l'époque où on voyait renaître en France l'extrême droite et donc un discours xénophobe et raciste que l'on croyait complètement disparu. Moi, ma génération, qui était née dans les années 50, nous pensions que les discours d'hostilité à l'égard des immigrés, de la population étrangère, ça nous rappelait le régime de Vichy, le nazisme, l'extrême droite, un monde que nous pensions complètement révolu. Et nous avons vu, à partir des années 1980, ressurgir cette forme de nationalisme. Et je dirais que ce n'est pas le cas uniquement en France. Je dirais que c'est un problème qui concerne, je dirais, toute l'Europe et au-delà de l'Europe. On a vu récemment aux États-Unis aussi l'élection du candidat, enfin de Trump et du discours America First, etc., qui sont des inflexions vers une forme de repli identitaire, national, nationaliste même, qui évidemment, sont dangereux pour ceux qui croient encore à la nécessité de défendre les droits de l'homme. Donc, comment un historien sérieux, j'allais dire, peut-il se situer par rapport à ces questions ? Moi, j'ai pensé pendant longtemps que ce retour du nationalisme s'expliquait en partie par une méconnaissance historique. Surtout pour la France, puisque la France est l'un des pays du monde qui doit le plus à l'immigration. La France était, en 1930, avait un taux d'immigration supérieur aux États-Unis. Sur le XXe siècle, la France a accueilli des migrants venant de tous les pays, d'abord d'Europe, mais bien plus largement, à tel point que sa population a été profondément modifiée par ces migrations. Donc s'il y a bien un pays qui doit une grande partie de sa prospérité à l'immigration, c'est bien la France. Et pourtant, nous avons malgré tout encore des discours extrêmement négatifs sur l'immigration. Donc, mon travail, tout en restant à l'écart et à distance du politique, était de montrer
par des connaissances objectives, des faits que les Français avaient oubliés, tout ce que nous devions à l'immigration. Et ça, c'est une ligne de conduite que j'ai gardée constamment jusqu'aujourd'hui. Et justement, vous parliez tout à l'heure de mon dernier travail sur le clown chocolat. Eh bien, c'est pareil, j'ai voulu montrer que même dans le monde du spectacle, dans le monde du cirque, il y avait eu cet apport d'artistes, de travailleurs venus de tous les pays qui avaient donc contribué à faire la France telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais petit à petit, dans les discussions constantes que j'ai pu avoir avec des hommes politiques, avec des journalistes, avec des militants, j'ai été obligé de préciser un petit peu ma conception des choses, et notamment en faisant une distinction entre l'histoire et la mémoire. Donc c'est un petit peu le premier point que je vais développer dans cette conférence, la distinction que j'établis dans mon travail entre ce que j'appelle l'histoire mémoire et l'histoire science. Alors, bon, je vais essayer de ne pas être trop abstrait, même si évidemment, si on creuse un petit peu, c'est assez compliqué. En français, je ne sais pas si c'est la même chose en japonais, d'ailleurs on pourra en parler tout à l'heure, mais en français comme dans la plupart des langues, en tout cas européennes, le mot « histoire » a plusieurs sens. Dans le langage courant, le mot « histoire » désigne la réalité du passé. Quand on dit c'est historique, quand on dit un événement est historique, voilà, on dit ça veut dire qu'il est important, il sera important dans l'histoire. Bon. Donc, dans cette perspective, le mot histoire est synonyme de passé. Mais le mot histoire désigne également tous les discours qui sont tenus sur le passé. C'est l'ambiguïté du terme, c'est qu'il désigne la réalité et la représentation de la réalité passée. Donc, quand on prend le mot histoire au sens de discours sur le passé, on est amené à distinguer deux ensembles. Les discours de fiction, comme on dit par exemple raconter une histoire, raconter une histoire, quand on raconte une histoire aux enfants, un conte, une histoire inventée. Et puis, il y a le deuxième sens, c'est l'histoire au sens de discours savant, discours scientifique. Alors, nous, évidemment, en tant qu'historiens, quand on parle de l'histoire, ça veut dire on parle de faits que l'on considère comme vrais, c'est-à-dire que nous avons étudié, grâce à des archives, grâce à une méthodologie, en combinant nos sources. Donc, il y a tout un travail d'apprentissage que nous apprenons à nos étudiants qui permet d'aboutir à des connaissances qui seront validées, confirmées par les autres historiens. Donc, c'est ce qu'on appellera la vérité historique. Mais, évidemment, dans les débats, dans les discussions, on est toujours confronté à des gens qui, eux, vont mélanger les différents sens du mot histoire. C'est ce qui fait que nous avons du mal à défendre la dimension scientifique de notre travail. Et moi, je défends la dimension scientifique de la recherche historique. Alors certains disent « Oh non, l'histoire n'est pas une science parce qu'elle ne peut pas produire des lois comme la physique, comme la biologie. » D'accord, mais il y a beaucoup de disciplines scientifiques qui n'élaborent pas des lois, ce n'est pas un critère absolu. Donc c'est important pour les historiens de tenir ferme sur ce principe de produire des connaissances donc, qui relèvent de la science, on pourrait dire, de la démarche scientifique. Mais nous ne pouvons pas étudier l'histoire scientifiquement sans dialoguer constamment avec la mémoire. En gros, la mémoire, eh bien, c'est la conception du passé que tous les citoyens ont dans leur tête. Nous avons tous une mémoire. C'est une mémoire individuelle qui nous concerne, nous, par rapport à notre propre vie, mais c'est une mémoire aussi collective qui va concerner le groupe social auquel on appartient, sa famille, sa communauté,
le pays, c'est-à-dire l'État national dans lequel on vit, qui évidemment contribue à fabriquer aussi de la mémoire collective que l'on apprend à l'école, etc., etc. Donc il y a ces deux dimensions, l'histoire-mémoire et l'histoire-science, qui ont besoin l'une de l'autre, mais qui en même temps sont un petit peu en conflit l'une avec l'autre. Voilà, et c'est toute la difficulté, je crois, de notre métier, de nous situer par rapport à ces deux ensembles. Alors j'ai travaillé assez souvent sur la question de la mémoire, comment on fabrique de la mémoire. Alors je l'ai fait en sociologue, c'est-à-dire en m'intéressant beaucoup à ce qu'on appelle en sociologie les entrepreneurs de mémoire. Hein, c'est-à-dire les individus qui vont parler au nom d'un groupe, au nom d'une nation, au nom d'une classe sociale, au nom d'une communauté, et qui vont fabriquer des discours qu'ils présentent comme étant vrais pour l'ensemble de la communauté. Alors, quand on parle d'entrepreneurs de mémoire, cela signifie que ces individus qui parlent au nom du groupe ont un pouvoir. Ils ont le pouvoir de fabriquer des discours à partir de nos souvenirs. Nos souvenirs, si vous voulez, quelque part, ils n'appartiennent qu'à nous. Nous avons tous des souvenirs différents, même du même passé. On sait très bien que quand il y a une guerre, par exemple, tout un peuple peut être confronté à la guerre, mais chacun l'aura vécu différemment selon le lieu où il habitait, selon son milieu social, selon toute une série de facteurs. Mais quand vous avez un travail qui est réalisé par les entrepreneurs de mémoire, ces souvenirs sont homogénéisés, ils sont unifiés et on fabrique un discours qui va être présenté comme vrai pour l'ensemble des individus. Donc, il y a là un risque, vous comprenez, de manipulation de la mémoire. Parce que les entrepreneurs de mémoire, ils ont un intérêt politique, très souvent, pas forcément politique, et donc ils vont présenter le passé d'une certaine manière, et on constate qu'il y a des luttes entre les entrepreneurs de mémoire différents. Et en France aujourd'hui, par exemple, je parlais tout à l'heure des lois mémorielles, eh bien il y a une concurrence des mémoires. Vous avez un phénomène qui s'est beaucoup aggravé ces dernières années, et il y a des polémiques, par exemple, entre des gens qui vont porter la mémoire de l'esclavage et des gens qui vont porter la mémoire de la Shoah, de la persécution des Juifs. Et moi, quand j'étais étudiant, ces mémoires arrivaient à s'allier dans une perspective commune. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'affrontement. Hein. Donc, des questions politiques, comme par exemple la situation aujourd'hui au Moyen-Orient, ou le rapport entre Israël et la Palestine, etc., vont rejaillir dans la construction des mémoires et dans l'affrontement des mémoires. Donc nous, en tant qu'historiens, on ne peut pas cautionner ces mémoires. On doit être attentif pour ne pas être utilisé par tel ou tel entrepreneur de mémoire qui cherche des historiens pour cautionner son point de vue sur le passé. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pendant très longtemps, il n'existait que l'histoire-mémoire. L'histoire scientifique n'existait pas. En Europe, je dirais, jusqu'au début du XIXe siècle, le seul type d'histoire qui existait, c'était l'histoire-mémoire. Hein. Une histoire qui était au service des nobles, une histoire qui était au service de la royauté, etc., etc. C'est seulement au XIXe siècle que les universités ont été créées et que on a rémunéré des historiens universitaires, donc payés par l'État en général, pour produire des connaissances historiques considérées comme scientifiques. Et ça, pour moi, c'est en Allemagne au départ que ça a été créé, hein, à l'université de Berlin en 1810, puis petit à petit,
le système a été étendu à l'Europe et puis aujourd'hui dans le monde entier, je dirais. Et c'est très important. On l'oublie parfois, mais c'est un acquis de la démocratie. Permettre l'élaboration d'un savoir qui n'obéit à aucune cause politique ou partisane ou sociale, c'est un progrès dans la démocratie. Donc, la création du métier d'historien, comme on dit, a représenté un progrès pour la démocratie, mais en même temps une difficulté nouvelle, au sens où l'historien payé par l'État risque de fabriquer une histoire qui va être au service de l'État. Vous comprenez ? Ça a été l'un des grands problèmes qui s'est posé aux historiens, notamment en Europe, et particulièrement en France, puisque l'affrontement entre la France et l'Allemagne a été véhiculé aussi par des historiens, l'opposition entre les historiens français et les historiens allemands. Et donc, c'est toute la difficulté aussi des historiens professionnels, c'est-à-dire d'être capable d'élaborer des connaissances autonomes qui sont parfois critiques par rapport à l'État qui les rémunère. Vous comprenez ? Donc, dans le cas français, le moment tout à fait fondamental, ça a été les débuts de la Troisième République, c'est-à-dire la période qui va des années 1880 à 1900. C'est à ce moment-là que les institutions universitaires en France se mettent en place et qu'on assiste à une professionnalisation de l'histoire. Auparavant, si vous prenez les premiers historiens français qui ont été vraiment connus au début du XIXe siècle, je pense à François Guizot, à Jules Michelet, eh bien, ces historiens pouvaient être à la fois historiens, militants politiques et journalistes. Ils pouvaient conjuguer les trois fonctions. À partir de la Troisième République, ce n'est plus possible. Il y a une division du travail qui s'opère, ce qu'on appelle la professionnalisation des fonctions. La politique devient un métier, le journalisme devient un métier et la recherche historique devient un métier. Donc il y a une séparation des professions qui est aussi un acquis de la démocratie. C'est à ce moment-là que, par exemple, en Allemagne, Max Weber, le sociologue Max Weber, publie son essai sur le savant et le politique, pour montrer qu'entre le monde politique et le monde savant, il y a désormais une séparation. On ne peut plus jouer sur les deux tableaux. Donc, on a toute une série de lois qui sont adoptées à cette époque en France, qui sont encore en application aujourd'hui, qui transforment l'ancien profil de l'historien en un nouveau profil qui est celui qu'on appelle l'enseignant-chercheur. Les universitaires en France, pour la plupart, sauf un petit nombre qui font de l'enseignement aussi d'ailleurs, mais qui sont au CNRS, mais la plupart des historiens sont donc enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que dans notre métier, nous devons faire des recherches et nous avons aussi une mission d'enseignement, c'est-à-dire de transmission de la recherche. Mais ce qui va se produire sous la Troisième République, c'est que, d'un côté, on va accorder de l'autonomie aux chercheurs. Auparavant, par exemple, les historiens en France étaient sous la coupe de l'Église, de la religion. Donc là, grâce à la République, il y a une laïcisation, comme on dit, et les historiens ne vont plus être sous la coupe de l'Église. Ils vont être vraiment autonomes pour leurs recherches. Mais dans l'enseignement, c'est là que se trouve une contradiction, le gouvernement républicain va fabriquer un enseignement de l'histoire qui sera au service de la République. C'est ce qu'on appelle, la mémoire républicaine. Donc, dans l'enseignement de l'histoire, il y aura beaucoup moins de liberté pour les enseignants que dans la recherche historique. Et c'est cette contradiction entre la recherche et l'enseignement de l'histoire qui va être un problème
récurrent, je dirais, au XXe siècle, dans le métier d'historien. Donc, l'enseignement de l'histoire, pendant longtemps, aura une fonction précise visant à renforcer le patriotisme. Donc, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, sur les manuels d'histoire en France, très hostiles aux Allemands, puisqu'il y avait une rivalité très forte avec l'Allemagne, ou qui valorisent la civilisation française, qui justifient la colonisation, qui essaie de développer une identité française centrée aussi sur la terre, sur l'enracinement. Donc il y a ce système d'enseignement qui va être très puissant et qui commencera à être contesté, je dirais, très fortement après la Seconde Guerre mondiale, et notamment après mai 68, les événements de mai 68 qui vont amener une nouvelle génération d'enseignants qui va donc contester cet enseignement de l'histoire peut-être centré sur la mémoire au détriment de la connaissance. Mais il existe aussi en France d'autres institutions qui ont pour mission de conforter la mémoire nationale. En dehors de l'école, vous avez des institutions, je pense par exemple à l'Académie française. L'Académie française est une institution très puissante, très, très légitime, mais qui n'a pas une finalité de recherche. L'Académie française, qui a été créée par Richelieu au début du XVIIe siècle, donc ça fait très très longtemps, c'est une institution, comme on dirait, le gardien du temple, qui garde les valeurs de l'identité nationale française. Donc, il y a souvent des conflits à l'intérieur, je dirais, des élites en France entre le monde des académiciens qui visent à maintenir le cap sur une identité nationale traditionnelle, fortement constituée, et puis des chercheurs, des universitaires qui, eux, ont une vision plus ouverte de l'histoire. Voilà. Alors, dans ce contexte que j'ai rappelé très rapidement, comment situer ce que j'appelle la fonction sociale de l'histoire? Parce que ce que j'ai dit jusqu'à présent, vous voyez, j'ai surtout mis l'accent sur l'autonomie, c'est-à-dire le chercheur qui fait des efforts pour ne pas être récupéré ou utilisé par la politique, voyez, ou par la religion, ou par tout autre système extérieur. Et pourtant, j'ai toujours considéré mon travail comme ayant une finalité sociale, c'est-à-dire, moi je n'ai jamais pensé que mon métier d'historien, c'était seulement de produire des connaissances pour un petit nombre de chercheurs voyez, qui travaillent sur le même sujet que moi. Je me suis toujours dit, si c'est uniquement ça, faire ce métier, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine. Moi, je voulais faire un métier qui soit utile. Bon. Et vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation de la recherche. Il y a plus d'historiens non français qui travaillent sur l'histoire de France que de Français. Même si beaucoup de Français ne le savent pas. Et il y a donc, en gros, deux historiographies de la France. Une historiographie, j'allais dire, franco-française et une historiographie mondialisée. C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est un sujet de polémique en ce moment. Vous l'avez peut-être suivi avec le livre dirigé par Patrick Boucheron qui s'appelle « Une histoire mondiale de la France », qui épouse cette perspective internationale sur la France, mais qui a mécontenté beaucoup les intellectuels de l'Académie française comme Pierre Nora, par exemple, ou Alain Finkielkraut, qui, eux, sont des partisans d'une histoire de France plus repliée sur le petit clocher, les valeurs traditionnelles, etc. Bref. Donc, moi, j'ai été pris dans cette contradiction. Comment faire pour jouer quand même un rôle public, c'est-à-dire intervenir dans la vie publique, répondre aux journalistes, intervenir dans des débats, même politiques, sans pour autant être à la remorque
des questionnements et des enjeux journalistiques, médiatiques, politiques, etc. Ça, c'est une question que je n'ai pas encore résolue, hein, mais que je me pose depuis 30 ans. Et je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive. C'est ça qui permet de rester jeune, si je puis dire, voyez, parce qu'à chaque nouvelle aventure, de nouvelles questions surgissent et on révise ce qu'on pensait avant, on peut se contredire et parfois les gens me disent « Ben oui, mais vous ne disiez pas la même chose il y a quelques années. » Ben oui, j'ai un peu changé, j'ai évolué, voilà, excusez-moi, mais bon. Et c'est ça que je trouve intéressant dans notre métier. La liberté que nous avons, elle nous permet de ne pas être dogmatique, voyez. Et tout à l'heure, je vous parlais des deux positions, l'histoire-science et l'histoire-mémoire. Je n'oppose pas complètement l'une à l'autre. Je sais qu'il y a des collègues qui seront plutôt du côté de l'histoire-mémoire et d'autres, comme moi, qui seront plutôt du côté de l'histoire-science, mais moi-même, parfois, je vais de l'autre côté. On a le droit aussi de jouer plusieurs rôles dans la vie intellectuelle. Je pense simplement qu'il faut le dire aux gens. C'est ça qui est important. Il faut dire ce qu'on fait. On n'a pas le droit de toujours se draper dans son costume du grand savant, voyez, quand on intervient sur des questions politiques. Parce que sur le plan politique, on n'est pas plus, je dirais, lucide que n'importe quel autre citoyen. Donc c'est ça que je reproche parfois à certains de mes collègues, c'est qu'ils utilisent leur statut de savant, d'historien, pour énoncer leurs préférences politiques. Alors qu'à mon avis, on n'a pas le droit de faire ça. Mais on peut effectivement participer à la vie politique du pays. Donc, c'est autour de cette question-là que je vais un petit peu développer maintenant que se situe, je dirais, ma conception de la fonction sociale de l'histoire. Alors, évidemment, il faut que j'ajoute un petit point sur l'histoire de l'histoire, si je puis dire, c'est que pendant longtemps, les historiens ont eu une conception de l'objectivité qui aujourd'hui n'est plus crédible, si vous voulez. Hein. En gros, dans la vision qu'on appelle positiviste de l'histoire, eh bien, l'historien, par définition, était celui qui disait la vérité sur le passé. Hein. Donc, il s'érigeait en professeur de vérité avec un grand V, et tout le monde devait dire « Ah oui, bon, ben c'est... » Voilà. Et les ouvrages, les manuels étaient construits comme ça, et on vous présentait la vérité historique. Et puis, à partir des années 30, notamment sous l'influence, en France en tout cas, des marxistes, hein, il y a eu une historiographie marxiste qui a commencé à se développer, eh bien, cette vision positiviste de l'histoire a commencé à être critiquée. Et puis surtout, je dirais, après mai 68, hein, tout ce mouvement qui s'est produit aussi au Japon, qui a eu une envergure mondiale, a bouleversé les universités, la conception du savoir. Et évidemment, on a commencé à dire, mais cette histoire que vous nous présentiez comme étant la grande vérité sur le passé, eh bien, comme par hasard, c'était une histoire écrite par des hommes, par des blancs, par des bourgeois, etc., etc. Et c'était donc une histoire qui, en fait, était complètement, évidemment, partisane, puisqu'elle ne voyait le passé qu'à partir d'un certain point de vue. Donc, il y a eu de nouvelles historiographies qui se sont développées. Vous avez eu le féminisme, par exemple, qui a connu un grand développement, avec une historiographie féministe. Vous aviez une historiographie postcoloniale, comme on dit, qui s'est aussi développée, une historiographie du monde ouvrier, du mouvement ouvrier, et petit à petit, donc, il y a eu une diversification de l'histoire et des points de vue sur l'histoire. Mais certains, notamment aux États-Unis, sont allés jusqu'à une extrémité que moi, je n'ai jamais acceptée. C'est celle qui consiste à dire, oh ben, finalement, il n'y a pas de vérité historique. Finalement, eh bien, chaque communauté a sa vérité. Alors, ce sont des débats qui font d'énormes polémiques aux États-Unis entre les historiennes féministes et les historiens, comment dire, afro-américains. Vous avez des polémiques qui sont sans solution. Et donc, moi, je trouve que c'est dangereux si on ne trouve pas un moyen de préserver un espace commun pour pouvoir
échanger, même si on n'est pas d'accord, mais avoir un espace commun de discussion. Pour moi, c'est un point aussi sur lequel j'ai travaillé, où j'ai essayé de proposer des solutions permettant de maintenir ces points communs. Alors, la traduction politique de ces questions, elle s'est faite, je dirais, on peut dire, vers la gauche ou l'extrême gauche, mais elle s'est faite aussi vers la droite, et je dirais vers l'extrême droite en France. Vous avez eu donc ce qu'on a appelé le négationnisme, c'est-à-dire des pseudo-historiens, des gens qui n'étaient pas vraiment des historiens professionnels, mais qui se présentaient comme historiens, qui ont par exemple nié l'existence des chambres à gaz, qui ont commencé à dire « Ah, mais c'est une invention, les Juifs n'ont pas été persécutés, etc. » Donc, ça a été le point de départ justement de ce qu'on appelle les lois mémorielles, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation, notamment dans les associations, les enfants de déportés juifs donc, qui avaient été persécutés par Hitler avec la complicité de l'État français. Et vous avez eu donc une loi qu'on appelle la loi Guessot, qui considère comme un délit de tenir des discours négationnistes. C'est-à-dire, aujourd'hui en France, si vous affirmez publiquement que les chambres à gaz n'ont pas existé, vous pouvez aller en prison. C'est une loi qui pénalise donc ce type de discours. Après la loi Guessot, vous avez une autre loi qui a été adoptée, qu'on appelle la loi Taubira, du nom de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui également pénalise les discours négationnistes par rapport à l'esclavage. C'est-à-dire, si vous niez en France l'existence ou la gravité de l'esclavage, eh bien, vous pouvez aussi être poursuivi en justice. Donc, ça a créé ces lois. Moi, je pense, bon, ça c'est un problème politique, je n'ai pas à les juger en tant qu'historien. Elles ont permis de mettre un terme à la dérive de ces discours, mais en même temps, évidemment, elles ont été utilisées par certaines associations, parfois pour empêcher les historiens de faire des recherches qui pouvaient nuancer ou contredire telle ou telle affirmation. Et lorsque nous avons créé le CVUH, le comité de vigilance face aux usages de l'histoire, c'était aussi pour nous protéger du côté de ces associations communautaires qui, vous voyez, voulaient nous incriminer, avec la loi Taubira notamment, par rapport à certains propos. Donc il y a eu, là, vous voyez, il y a eu des difficultés parce que l'État est intervenu au niveau de la mémoire par rapport à ce qu'on appelle donc ces nouvelles formes d'instrumentalisation de l'histoire. Alors je passe un peu sur ces questions qui sont toujours d'actualité aussi, je dirais, avec le rôle des médias. Le rôle des médias, je ne sais pas si c'est la même chose au Japon, mais c'est très difficile parce que les médias cherchent toujours à faire un scoop, comme on dit. Donc, si vous êtes un historien sérieux, vous avez du mal à faire un scoop, parce que la réalité, elle est toujours assez banale au fond. C'est ce que moi, quand j'ai travaillé sur l'histoire de l'immigration, mais je leur ai dit, mais sans arrêt dans les médias, on parlait du problème de l'immigration. Mais je me dis, mais où est le problème? Je veux dire, la France, l'immigration, c'est une vieille question. Les migrations, c'est un processus universel. Depuis le début de l'humanité, il y a des migrations. Toutes les sociétés se sont enrichies grâce aux migrants. Alors, pourquoi vous nous dites sans arrêt problème? Bon. Alors là... j'étais plus intéressant pour les journalistes, vous voyez, parce que si vous dites qu'il y a problème, alors là, du coup, évidemment, le journaliste, il va faire un grand papier avec un grand titre, etc. Donc, la conséquence, c'est que, du coup, il y a une prime, il y a un éclairage qui va être mis pour ceux qui font vous voyez, qui écrivent des livres extrémistes. Parce que là, il y aura une polémique, on va pouvoir en parler, etc. Donc, ce sont souvent, je dirais, les mauvais historiens, ou ceux qui se présentent comme historiens, qui ont les grandes faveurs des médias. Je pense à un journaliste qui se présente comme sociologue historien, par exemple Éric Zemmour en France, qui est la caricature de cela. Mais lui, il vend ses livres à 400 000 exemplaires.
Alors que nous, quand on arrive à 4000, on est déjà extraordinairement heureux. L'éditeur nous félicite. Bravo, bravo, nous ne serons pas en déficit avec votre livre. Bon. Donc, vous voyez, il y a aussi ces raisons économiques qui sont très importantes pour expliquer la difficulté dans laquelle nous nous trouvons par rapport, quand on veut toucher un large public. Bon. Alors, moi, j'ai avancé dans ces questions-là en me référant à deux grands historiens français qui, pour moi, sont vraiment les plus importants de l'historiographie française au XXe siècle, qui s'appellent Lucien Febvre et Marc Bloch, qui ont créé le courant des Annales, la revue Les Annales, qui est la grande revue d'histoire en France. Et l'un d'entre eux, Marc Bloch, est pour moi un modèle d'historien engagé. Il a été assassiné par les nazis en 1944. Il a participé à la résistance et en même temps, c'est l'un des fondateurs de l'histoire sociale en France. Et moi, je me réclame de cet historien. Et lui, ainsi que Lucien Febvre, disait que on ne peut faire une histoire scientifique que si on a un problème scientifique. C'est-à-dire que c'est ce qu'il appelait l'histoire-problème. Pour défendre l'autonomie de la recherche historique, il faut être capable de transformer les problèmes politiques ou les problèmes d'actualité en problèmes scientifiques. Voilà. Donc c'est tout ce travail qui est essentiel. Et moi, je me suis attelé dans mes recherches, par exemple sur l'immigration, j'ai essayé de transformer le pseudo-problème politique de l'immigration en problème scientifique. Donc, c'est le Creuset français, j'explique tout ça. Maintenant, il existe en japonais, donc je vous y renvoie. Voilà, c'est cette question de la problématisation, de la transformation d'une question d'actualité en problème scientifique. Ça, c'est très important pour moi. C'est nécessaire intellectuellement pour définir l'autonomie de notre métier. Si on n'accepte pas cette autonomie, eh bien, à mon avis, on ne justifie pas le métier pour lequel on est payé. Bon. Mais dans le même temps, j'ai toujours voulu que le résultat du travail scientifique que je faisais, donc des problèmes. Alors, un problème scientifique, c'est toujours un problème spécialisé. Vous êtes forcément un spécialiste. Prenez un mathématicien. Nous ne comprenons pas ce que font les mathématiciens, sauf si nous sommes mathématiciens. Évidemment, ça demande de longues études, une spécialité. Tous les métiers ont leur spécialisation. Pour nous, c'est pareil. Nous devenons des spécialistes d'un sujet. Et donc, du coup, on a du mal à communiquer avec un large public. Donc, comme moi, je voulais malgré tout continuer à dialoguer avec un large public, j'ai fait une sorte de gymnastique, si vous voulez, qui consiste, après avoir développé des connaissances savantes, les transformer, les traduire pour les rendre accessibles à un plus large public. Et c'est donc pour moi un travail qui consiste à passer de l'histoire science à l'histoire mémoire. Vous voyez, c'est ce cheminement qui va de l'un à l'autre. C'est de cette manière-là que j'ai essayé de résoudre le problème que je posais tout à l'heure. Rester savant, mais malgré tout, pouvoir dialoguer avec un public plus large. Et donc, c'est tout ce travail que j'ai réalisé qui m'a amené progressivement, je vais terminer par ça, à m'investir dans ce que j'appelle donc l'éducation populaire. Donc, j'ai créé une association qui réunit des chercheurs, des artistes et des militants associatifs pour des projets qui ont une importance politique, civique, sociale, mais qui sont traités avec des connaissances scientifiques, mais dans un langage qui soit accessible au grand public. Et on a privilégié, nous, le langage du spectacle vivant. Et on fait des expositions. Moi, j'ai participé à beaucoup de documentaires.
historique pour la télévision, mais j'écris aussi des pièces de théâtre qui transforment, qui traduisent les connaissances savantes que j'ai pu ou que d'autres ont développées pour les rendre accessibles à un public plus vaste. Et parmi ces projets, donc on a plusieurs projets, je pourrais vous en parler tout à l'heure, l'un des premiers que nous avons développé, c'était justement sur l'histoire du clown chocolat. En fait, l'histoire du clown chocolat, au départ, c'est le produit de mes recherches sur l'histoire de la xénophobie, du racisme, que j'avais publié dans des livres, de gros livres très savants, qui avaient été lus par un petit nombre de gens. Mais on a voulu transposer, traduire ça dans une histoire que tout le monde puisse comprendre, notamment les jeunes des quartiers populaires auxquels on s'adresse. Et donc, raconter une histoire, ça nécessitait de trouver un personnage, de raconter sa vie, etc., etc. Et donc, progressivement, bon, je n'entre pas dans les détails, mais je raconte tout ça aussi dans mon livre, qui est également traduit maintenant, grâce à Azuki, en japonais, l'histoire de ce clown, l'histoire de la recherche qui m'a amené à ce personnage. Donc ça a été un projet, bon, après il y a eu le film, évidemment, donc on ne s'y attendait pas au début, mais le cinéma s'est intéressé à ce personnage, donc ça a donné une ampleur plus grande. Mais ça nous a quand même confortés dans ce type de démarche. Vous voyez, c'est pour ça que je plaide pour cette démarche. J'ai une sorte d'enthousiasme par rapport à cette démarche. Alors, elle n'est pas possible avec tous les sujets sur lesquels on travaille, évidemment. Il faut aussi que les sujets s'y prêtent. Et bon. Mais je crois que c'est quand même une voie qui mériterait d'être développée, vous voyez, parce qu'elle permet de répondre aux différentes exigences qui sont les nôtres. C'est-à-dire ne pas confondre le travail de l'historien avec celui du journaliste ou de l'entrepreneur de mémoire, mais en même temps ne pas s'enfermer dans ce qu'on appelle la tour d'ivoire. Vous voyez, l'enfermement dans son petit milieu, surtout aujourd'hui, avec l'internationalisation de la recherche et la course à la publication, je pense que c'est pareil ici, eh bien, on peut très bien passer sa vie dans les avions et puis à discuter avec 15 personnes qui sont dispersées aux quatre coins du monde. Moi, j'avoue que c'est assez angoissant, si vous voulez, bien que j'adore les voyages et les découvertes, etc., mais voilà, il y a quand même une finalité à notre métier qui est une finalité civique, qui implique de trouver des moyens, donc, de parler à des publics plus vastes. Et donc, voilà, c'est donc une solution que j'ai trouvée pour répondre à ce souci, donc, de la fonction sociale de l'histoire.